dans le cloud. Il est 11h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans le 10-12. Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché sur les annexions russes avec une résolution qui les condamne. Et sans surprise, eh bien, le texte a été bloqué par les Russes. On écoute tout de suite l'ambassadeur de France à l'ONU qui nous donne les résultats. Le résultat du vote est le suivant. 10 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions. Le projet de résolution n'est pas adopté par suite du vote négatif d'un membre permanent du Conseil. Alors évidemment, veto russe, ça c'était attendu. Par contre, sur les abstentions, c'est intéressant. Chine, Inde, Brésil, Gabon. Rachel Kahn, on bouge pas là. Les non-alignés, entre guillemets, restent non-alignés, notamment la Chine et l'Inde. Voilà, et puis, mais il y a quand même l'entrée du Gabon et du Brésil. En fait, maintenant, c'est dessiné. On a 3 blocs, l'Est, l'Occident, les non-alignés, qui représentent quand même une part significative de la population mondiale. Ah bah même. énorme, sans doute la majorité. Exactement. Voilà. Voilà. Après, voilà, on entend bien que finalement, au fond, le discours dernièrement de Vladimir Poutine a aussi eu une incidence sur ce non-alignement. Et puis après, il y a aussi une donnée économique significative. Évidemment, les guerres entachent le commerce international. Et on attend maintenant le vote de l'Assemblée générale de l'ONU, qui sera intéressant pour compter qui est dans quel coin. Alors, moi, j'ai effectivement... Dans quel camp, pardon. Très intéressant, mais j'ai pas tout à fait la même lecture, en fait, parce que le Conseil permanent, enfin, le Conseil de sécurité, c'est 15 membres, hein, 5 membres permanents, hein, dont la Russie qui a fait son veto, et 10 membres élus pour 2 ans. Hein. Là-dedans, ceux qui se sont abstenus, personne d'autre a fait contre, hein. Il n'y a que la Russie qui a bloqué, mais aucun des 10 autres n'a dit si elle est opposée, notamment la Russie, notamment la Chine ou le Brésil. Par contre, c'est pas parce qu'on ne s'y oppose pas qu'on est pour. Absolument. Et d'ailleurs, vous avez vu que la Chine a rappelé l'ambassadeur de la Chine au Conseil de sécurité, a dit « Nous sommes pour l'intégrité des territoires de tous les pays ». Oui. Il a rajouté ça. Oui, mais... Ce qui veut dire, c'est qu'il s'abstient parce qu'il ne veut pas contre son ami, son ami de toujours, il ne veut pas s'opposer à son ami de toujours, mais il ne veut pas condamner son ami de toujours. C'est pour ça qu'il approuve ce qu'il fait. Pour moi, c'est ça que moi je lis. Alors moi, ce que je lis, c'est surtout que la Chine, avec ses questions sur Taïwan, est en train aussi de faire finalement un double coup, c'est-à-dire que sur la question de l'intégrité territoriale, de la souveraineté territoriale, veut maintenir en fait son territoire tel qu'il est. Après, je crois aussi qu'il y a une double lecture, parce que pour Vladimir Poutine, l'intégrité territoriale, c'est ces 4 régions-là aussi. Oui, mais enfin... Non, mais... C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 discours où ils racontent la même chose des 2 côtés. Mais en tout cas, on sent que ça évolue pas beaucoup, les lignes là. Hein, ce qui va être intéressant dans l'abstention, qu'on lit les résultats des votes pour les 15 membres du Conseil de sécurité, ce qui va être intéressant, c'est de voir tous les autres aussi au cours de l'Assemblée générale. Hein. Ah oui. Et est-ce qu'il y en a un seul qui va condamner la condamnation, en fait, entre guillemets, qui va s'y opposer? C'est intéressant. Oui. Je vous donne une toute dernière information qui vient de tomber. On apprend que le directeur de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, encore une fois, 6 réacteurs nucléaires, vient d'être arrêté par les Russes, alors qu'il se rendait à son travail. Centrale sous contrôle russe, et donc le directeur a été arrêté, la centrale occupée depuis le 4 mars par les Russes. Ça veut dire quoi, ça veut dire que les Russes ont une main de plus en plus ferme sur la centrale, Caroline Didier? J'imagine que c'est compliqué pour les salariés qui sont présents là-bas. Ça l'était déjà, sachant qu'il y a les équipes Wagner, les paramilitaires Wagner qui sont sur place. Et il y a eu donc les miliciens de Wagner, enfin les mercenaires de Wagner. De Wagner qui sont sur place. Donc on craint évidemment pour leur sécurité. On sait que dans ces centrales, c'est important que les gens aient la possibilité de travailler dans de bonnes conditions pour prendre des décisions rapides
et qui sont cruciales dans les étapes, dans les procédures de sécurité. Mais arrêter le directeur, c'est pas très futé, je dirais, parce que c'est quand même un danger supplémentaire, alors que le monde a les yeux rivés sur cette centrale nucléaire. Oui, mais ça veut dire que la gestion de la centrale est confiée aux Russes, c'est tout. C'est les gens de Rosatom qui vont prendre le pouvoir. Ils savent très bien, c'est eux qui l'ont construite, alors, connaissent. Oui. Et puis, à ma connaissance, il y a toujours un observateur permanent de l'AIE. Oui, hein, alors lui, il est très, très modeste, on n'entend plus parler. Mais tant mieux, mais vous observez aussi que depuis 15 jours, presque 3 semaines, on ne parle plus tout de la centrale. Les Russes connaissent parfaitement cette centrale, ce n'est pas leur intérêt. Et à ma connaissance, tous les réacteurs sont arrêtés finalement ou Non, le dernier réacteur avait été remis en route. Ils vont peut-être couper les fils qui vont en Ukraine. Parce qu'à un moment, ça avait été arrêté. Ça avait été arrêté un moment, mais pas très longtemps. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est actuellement. Ce serait intéressant de regarder. En tout cas, c'est un épisode de plus dans cette escalade, l'arrestation du directeur de la centrale de Zaporijjia. Et on va quitter la région de Zaporijjia pour aller un peu plus au nord, dans la région de Donetsk, où les combats font toujours rage, notamment dans le Donbass et à Liman, cette ville qui est sur le point d'être reprise par les Ukrainiens. Sur place, les soldats russes sont à bout de force. On parle sur place d'une technique d'encerclement. Mathieu Karman, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Où en est-on sur le terrain exactement ? Eh bien, l'étau se resserre donc sur Liman. C'est cette ville que vous voyez ici dans la région de Donetsk. Cette ville qui est contrôlée donc depuis le 29 mai par l'armée russe. Et selon l'Institut de la guerre, l'armée ukrainienne serait donc en passe de reprendre cette ville de 20 000 habitants. Et cela pourrait arriver très rapidement puisqu'elle pourrait être reprise dans les 72 prochaines heures. Alors l'armée russe est désormais dans une nasse, encerclée pourrait-on dire. Rappelons qu'il y a 15 jours, l'armée ukrainienne a repris cette ville que vous voyez au nord, cette ville d'Izium. C'était une victoire importante pour l'armée de Zelensky et ses hommes. Hier, Denis Pouchiline, le président de la République autoproclamée de Donetsk, a reconnu que la situation était inquiétante car les villages de Yampil et Drobichve, proches de Liman dans l'oblast de Donetsk, ne sont plus sous le contrôle total de Moscou. Précisant également, vous venez de le dire Émilie, que les militaires russes combattent à bout de force. Et pour bien voir que les Russes sont désormais donc encerclés, il faut voir également cet autre village de Tchouvoré. C'est à seulement 5 km au sud-ouest de Liman. Cette fois-ci, c'est la 66e brigade mécanisée de l'armée ukrainienne qui l'a annoncé sur Facebook. Et pourquoi est-ce que Liman est si stratégique ? Eh bien, tout simplement car c'est un important nœud ferroviaire, mais également routier, crucial donc pour acheminer des troupes, mais également du matériel pour l'offensive dans le Donbass. Et si cette ville venait à tomber dans les prochaines heures, eh bien les Russes laisseraient derrière eux du matériel puisqu'elle servait de base arrière pour l'armée de Vladimir Poutine qui tente de se défendre et de protéger coûte que coûte cette voie de sortie qui est la dernière pour sortir de cette ville de Liman. Ce serait également l'occasion pour les Ukrainiens de remonter vers Sévierodonetsk et Lysychansk dans la province de Louhansk, tombée en juin dernier et contrôlée depuis par les Russes. Cette offensive sur Liman qui pourrait être potentiellement l'une des dernières avant l'hiver qui arrive. Merci beaucoup Mathieu Karman pour toutes ces précisions générales. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La prise de Liman, elle pourrait peut-être tout changer finalement? Non. Non, elle peut quand même changer certaines choses. Non. Vous pensez que ça ne sert à rien finalement? Non, c'est un symbole important. Vous observez d'abord qu'ils ne sont pas encore encerclés complètement. Le risque, partons, est très important. Vous avez vu que toute cette zone qui part chez nous au Cap 60, mais en fait dans le nord-est là, est encore sous contrôle russe. Mais effectivement, la tactique risque effectivement de les encercler. Vous voyez, tout se passe au sud-ouest, encore rien au nord-est. Mais effectivement, il y a de fortes chances que la stratégie ukrainienne soit effectivement de refermer la pince, en fait, quelque part, pour encercler Liman. Les Russes sont à bout de force à Liman. On n'a pas une idée très très précise de combien de soldats russes restent là, mais c'est vrai qu'ils ont intérêt... Comme les Ukrainiens l'ont fait à Sévierodonetsk lorsqu'ils sont repliés, vous vous souvenez, on se disait, est-ce qu'on fait comme Mariupol, ils résistent jusqu'à la dernière seconde et avec un risque de se faire un grand nombre de prisonniers. Les Ukrainiens ont eu l'intelligence de faire un repli stratégique
Est-ce que les Russes vont avoir cette intelligence-là? Je ne sais pas. Mais il est certain que symboliquement c'est important, parce que c'était, vous le voyez d'ailleurs cette carte, c'était l'avancée de plus sud-ouest des troupes russes dans cette zone. Ouais. Donc, mais au niveau stratégique, au niveau nœud ferroviaire, c'est fini parce que il n'y a plus rien qui passe là maintenant. Par contre, ils ont accumulé un certain nombre de matériel. Il y a en plus, un peu plus compliqué, mais il y a la rivière Oskryl plus la Donetsk qui passe avec quelques ponts. Donc, c'est un moment important. Ce qui va être intéressant, c'est que ça supprime la menace qu'il y avait sur Kramatorsk, qui était quand même le centre un peu névralgique de toute la force ukrainienne et symbolique dans le Donbass, et ça rouvre des possibilités très importantes de contre-offensive sur Sieverodonetsk et la ville d'à côté. Donc ça, c'est effectivement important, mais c'est pas du tout, majeur, si vous voulez. Oui, ce sera pas majeur. C'est une symbolique très forte. En revanche, le fait que ce soit une arrière-base de l'armée russe, ça peut peut-être tourner à l'avantage des Ukrainiens, parce que c'est vrai qu'ils pourraient récupérer du matériel. L'arrière-base, ça se discute, parce que c'est pas tant arrière-base, c'est même plutôt un avant-base quand vous regardez la carte. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc, non, mais c'est juste dans les termes, en fait. Si on regarde ça sur un plan strictement militaire, sur le terrain. Et les images, tout ça c'est des images extrêmement intéressantes qui mériteraient de prendre son temps d'analyse, parce qu'on peut les cibler, on peut regarder ce qui se passe sur les routes, vous voyez, la rivière, la forêt, c'est extrêmement intéressant ce qui se passe. Ça montre que les combats sont acharnés et que, effectivement, les Russes risquent de perdre. Leur intérêt pour eux, c'est de partir le plus vite possible. Bon, on est un petit peu pris par le temps parce qu'on a un certain nombre de témoignages qui nous attendent. Autre information, vous l'avez sans doute entendu, c'est gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui ont été sabotés à 4 endroits différents. Alors, on les voit ici. Beaucoup de spécialistes disent ça, c'est dû à un État. Parce qu'il y a juste un État qui peut balancer comme ça dans la mer des centaines de kilos de TNT pour arriver à ça. Bonjour à Asma Malia d'être avec nous. Vous êtes spécialiste en tech policy et enseignante à Sciences Po Paris. D'accord avec ça que seul un État, seul un État peut arriver à saboter des gazoducs si profondément? Alors moi, ma spécialité, c'est vraiment ce serait plutôt les câbles sous-marins et les enjeux de connectivité, pour être clair, mais de façon symétrique pour quand même répondre à votre question. Oui, la question de l'attribution aujourd'hui est forcément celle d'un État. La question est quel est l'État qui a pu saboter ces gazoducs, sachant que les deux marines aujourd'hui, et là pour vous répondre, je réfléchis vraiment en symétrie avec ce qui peut se passer sur les câbles sous-marins, sont les États-Unis et la Russie en termes aujourd'hui de technologie disponible. Et chacun, évidemment, se renvoie la balle. Le président Joe Biden a prévenu ses alliés et a dit « Attention, maintenant, il va falloir surveiller les câbles souterrains ». Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir des risques dans l'avenir de sectionnage de câbles pour Internet, pour le téléphone, pour les communications ? Oui, alors c'est une question qui est très intéressante et très importante parce qu'en effet, aujourd'hui, ce que fait Vladimir Poutine en termes de communication de crise et en termes d'intimidation, c'est vraiment ce qui se passe aussi dans le champ de la menace nucléaire, ce qui est en train de se passer sur les gazoducs, c'est-à-dire c'est de l'intimidation. Et les câbles sous-marins font partie de l'arsenal aujourd'hui. Au moment où vous parlez, regardez ce maillage mondial de câbles souterrains et sous-marins de communication. Il y en a partout. Si on coupe ça, on ne peut plus téléphoner et on ne peut plus voir la télévision. Enfin, je ne sais pas, mais c'est très important. C'est même plus grave que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les câbles sous-marins, c'est vraiment les tuyaux qui vont relier un point A à un point B, donc l'information, la donnée, sur laquelle aujourd'hui repose toute une partie de l'économie mondiale d'une part et les informations, les renseignements, notamment militaires, mais pas que, d'autre part. Donc typiquement, sectionner un câble aujourd'hui peut vraiment mettre à plat l'économie mondiale. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a la question du risque réel. Aujourd'hui, les deux pays, les deux marines qui sauraient sectionner ces câbles-là en termes vraiment de sabotage volontaire sont les États-Unis, encore une fois, et la Russie, pour des raisons de technologie disponible. Ah bon, après, alors vous êtes en train de nous dire que nous, par exemple, la France, on ne sait pas faire? Non. Aujourd'hui, enfin, ça dépend où. Aujourd'hui, en France, on n'a pas les capacités techniques pour descendre à 6000 mètres de profondeur. On sait descendre à 2000, 3000. On ne sait pas aujourd'hui descendre à 6000 mètres de profondeur. Donc en fait, tout dépend où est-ce que vous voudriez sectionner ces fameux câbles.
Tout dépend. Si c'est sur les points d'atterrage, on saurait faire. Si c'est vraiment dans les fonds marins, typiquement sur les câbles transatlantiques, ça peut être un peu plus compliqué. En revanche, on a des câbliers qui savent faire la maintenance de ces câbles-là. Mais pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, donc encore une fois, techniquement, la Russie saurait faire. Est-ce que c'est dans son intérêt et dans son intention politique? C'est au même titre que la question nucléaire. À ce stade, on ne sait pas dire. Asma Mala, juste pour qu'on comprenne bien, est-ce que c'est compliqué de couper des câbles Internet? C'est pas si compliqué que ça. Un câble aujourd'hui, ça a vraiment le diamètre d'un tuyau d'arrosage. La difficulté, c'est vraiment d'arriver à descendre et d'être en proximité de ces câbles-là. Donc c'est plutôt la question de la capacité à aller sectionner, cisailler ces câbles-là. Ouais, donc aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en termes de technologie, USA et Russie sont en mesure d'avoir ces capacités-là. Mais si on comprend bien ce que vous nous dites, c'est une sorte de déclaration de guerre de sectionner ces câbles Internet. Oui, et d'ailleurs ça a été la position de l'OTAN dès le départ, y compris dans le champ des cyberattaques d'ailleurs de façon symétrique. Dès l'instant où vous avez des infrastructures critiques sur lesquelles tiennent aujourd'hui ce qu'on va appeler les OIV, les opérateurs d'intérêt vital, ça peut être assimilé à un acte de guerre. C'est pour ça d'ailleurs que Poutine n'y va pas franco sur le sujet. Et autre question, est-ce que c'est compliqué de surveiller tout ça? C'est compliqué dans le sens où aujourd'hui on a une flotte des câbliers qui sont en charge de contrôler, de faire de la maintenance. Et il y a de plus en plus de drones sous-marins aujourd'hui qui sont aussi en charge d'aller inspecter les câbles, mais il y a encore un énorme travail doctrinal et ensuite technique à avoir. Et d'ailleurs, ça a commencé à émerger dans la doctrine typiquement de l'OTAN, notamment à partir de 2020. Aux États-Unis aussi, il y a un certain nombre de sujets, ou en tout cas de mesures, de projets de loi qui sont pris. L'Europe est un tout petit peu en retard sur ces questions-là, par exemple. Merci. Merci beaucoup Asma Mala d'avoir été avec nous. Merci pour votre expertise. Général, je vous voyais hocher la tête ou réagir un petit peu. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'on est au début d'une guerre sous-marine? Non, mais pas du tout. Vous n'êtes pas du tout inquiet? Je veux dire, d'abord, ce que dit Asma, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est-à-dire qu'il n'y a que les Américains, a priori, et les Russes qui sont capables d'aller à 6000 mètres. Mais on peut très bien, il y a plein d'endroits où le câble il est à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, ne serait-ce qu'à la proximité des côtes et en fonction de la topographie des fonds sous-marins. Mais ça se voit un peu quand on est trop près des côtes. Ben voilà, c'est ça. C'est en ce sens que la surveillance peut être intéressante à certains endroits névralgiques. S'agissant de Nord Stream, on n'est pas à 6000 mètres, on est à 55 mètres, 70 mètres. C'est rien à voir. Donc là, beaucoup de pays peuvent avoir accès à ce genre de situation. Mais vous avez votre petite idée sur qui a fait ça? Parce que Poutine dit... je vous en ai parlé. Poutine, c'est les Américains, et les Américains, c'est les Russes. Oui. Non. En fait, à partir du moment... Personne ne sait vraiment. Moi, la seule chose je sais qu'on n'est pas dans la tête de Poutine, mais quand même, d'aller vraiment... C'est plus qu'une balle dans le pied. C'est presque se casser une jambe. Parce que c'est quand même d'aller saboter son propre tuyau, son propre gaz. Son tuyau de gaz, c'est quand même assez absurde. D'autant plus, je vous rappelle que les Nord Stream 1 et Nord Stream 2 appartiennent 51% aux Russes, 49% aux Européens. Et d'ailleurs, les Européens ont absolument intérêt quand même à savoir qui a fait le coup, parce qu'ils vont demander des remboursements. C'est quand même des milliards de dollars. Que nos entreprises européennes ont investi dans cette infrastructure. Et d'ailleurs, la présidente de la Commission européenne en a parlé. Et je pense qu'elle a des comptes à demander à qui a fait le coup. Que ce soit des Russes, que ce soit d'autres personnes. À nous d'ailleurs d'identifier. Et vous avez vu que les charges, alors c'est l'équivalent d'un certain nombre de tonnes de TNT. Mais pour l'instant, on n'a pas analysé ce TNT, si c'en est un. Ce qui est surprenant, alors ce qui est très intéressant à observer, c'est quoi? 1200 km de tuyaux, d'accord? 2 fois. Ça se passe tout au bout, un endroit où quand même qui est assez contrôlé, parce qu'il n'y a que des Européens, donc le Danemark, la Suède, l'Allemagne, c'est quand même à 20 km simplement, sur 1200 km, c'est à 20 km d'une île danoise. D'ailleurs, c'est un F-16 de l'armée de l'air danoise qui a repéré le bouillonnement. Le bouillonnement. Vous observerez, c'est assez intéressant, c'est 2 plus 2.
C'est-à-dire qu'il y a 4 explosions. Hein, donc effectivement, on sent que ça a été un peu calculé, à moins que moi je ne suis pas un expert des cyberattaques qui pourraient déclencher ça. C'est possible, ça reste à démontrer d'ailleurs. Hein. Et puis attendez, il y a aussi tout l'aspect environnemental. Ouais, complètement épouvantable. Regardez, il y a une simulation sur Internet sur ce qui se passe depuis qu'il y a eu le sabotage, où on voit une espèce de nuage de gaz qui recouvre d'abord les pays scandinaves, et puis ça redescend sur l'Angleterre. Et encore plus bas, on va respirer évidemment tout ça. Et alors pour le réchauffement climatique, c'est un véritable désastre. Écoutez l'avis de ce chercheur. Allons-y. Allô, allô? Il est très loin. Il est pas là. Et c'est pareil, la pollution au niveau de la guerre en Ukraine. Hein. Oui, absolument. Tout à fait raison. En gros, c'est l'équivalent de la consommation annuelle de Paris tous les jours, ce qui est en train de se passer en gaz que l'on respire. Ça aussi, c'est un aspect important à prendre en compte, Rachel Kahn. L'impact environnemental et effectivement le fait que ce nuage se déplace sans frontières. Donc là, on n'est plus dans les questions de souveraineté, de découpage territoriaux. Ce qui est intéressant de tout ce qu'on vient de voir, que ce soit au niveau de Nord Stream ou au niveau des câbles à couper, c'est qu'on est... Moi, ça me fait penser à cette phrase de Raymond Aron sur la guerre impossible, paix improbable. On est dans des techniques d'intimidation, d'intrigue internationale, de savoir qui a fait quoi, etc. Plus ces questions de cyberattaque et d'ingérence au niveau du numérique, où on a un vide juridique au niveau international. Nous, en Europe, on court après, justement, ces nouvelles techniques d'intimidation et on ne peut pas parler de violation du droit, mais en tout cas qui nous acculent en tant qu'Européens ou en tant qu'Ukrainiens, etc., ou en tant qu'Occidentaux et Américains. Et chaque semaine, en tout cas, il y a une nouvelle ça ne sera menace. jamais revendiqué. Regardez ce qui s'est passé en Crimée. Il y a eu trois interventions qui n'ont jamais été revendiquées officiellement. Mais par contre, on saura peut-être, si on remonte du TNT ou des choses comme ça, qui a fait ça? Est-ce que vous pensez qu'on connaîtra le coupable un jour? Ce qui est jour? intéressant d'observer, c'est effectivement, il nous faudrait des images de ces tuyaux pour savoir si l'ouverture de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Vous comprenez, pour savoir si les charges, grosso modo, ont été mises de l'extérieur ou comme certains, alors moi je ne suis pas spécialiste de ça, certains disent que ça pourrait venir de l'intérieur ou une surpression avec une cyberattaque et tout ça, auquel cas les tuyaux seraient ouverts vers l'extérieur. Merci beaucoup, c'est très intéressant, mais vous pourrez d'ailleurs continuer à en parler avec Solène Rioux sur ce plateau qui va vous rejoindre donc de midi à 15h. Merci à tous d'avoir été avec nous. L'information continue sur LCI. Et à demain.